Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu que vous regardez avec beaucoup de plaisir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous allons parler ce matin, pour ce qui est du sommaire de l'actualité de cette sous-consommation du budget au Cameroun. Nous parlerons pour ce qui est de l'Afrique du Sud du procès en appel d'Oscar Pistorius qui s'ouvre ce jour et bien évidemment de ces résultats de la présidentielle 25 octobre du côté de la Côte d'Ivoire, validé par le Conseil constitutionnel avec un rejet et des requêtes qui ont été donc formulées par certains candidats de l'opposition. Nous parlons aussi de la République centrafricaine avec Catherine Sabapaza qui juge insuffisants les efforts de la MINUSCAR et du Burundi où Pierre Nkurunziza demande à tous ces jeunes qui font partie de ceux qu'il qualifie d'insurgés de déposer les armes dans un délai de 5 jours. Madame, Monsieur, voilà pour le sommaire. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour recevoir sur ce plateau Serge Bondje pour parler bien évidemment de cette sous-consommation du budget au Cameroun. Serge Bondje, bonjour. Bonjour Louis Roger, Madame, Monsieur, bonjour à vous. Alors le Cameroun est encore au centre de la polémique, entre guillemets, avec cette sous-consommation du budget, ce qui permet quand même à certains analystes économiques, des questions économiques, de tirer un peu la sonnette d'alarme. Une sonnette d'alarme qu'il faudra bel et bien tirer lorsqu'on sait que le budget de l'exercice 2016 va dépasser les 500 milliards de francs CFA. Il faudra bel et bien qu'on s'asseye sur un principe assez important qui voudrait qu'on mette sur pied des budgets réalistes. Et d'ailleurs, on l'a souvent dit, les budgets qui vont être défendus par les membres du gouvernement de la République du Cameroun, devant le Parlement, pour voir comment est-ce que ce budget pourrait être mis en place. On parle donc de ces réformes qui ont été engagées dans le nouveau système camerounais depuis 2008. Donc 7 ans après, le budget programme qui vient être implémenté dans notre pays, il y a cela pratiquement 2 ans, avec toutes les formations nécessaires qui ont été celles mises en place par les agents, pour les agents publics. On n'a pas beaucoup avancé parce que le système de montage est encore difficilement compréhensible dans les différents ministères. On n'a pas la maîtrise exacte même du montage de ces budgets-là parce que le budget programme, au-delà d'être des prévisions globales, mais c'est aussi pouvoir justifier les dépenses, justifier ce qui pourrait rentrer dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce qu'il y a comme stratégie dans un département ministériel bien précis. Maintenant, il y a tout ce qui passe par la formation et même par l'adéquation des uns et des autres à pouvoir s'arrimer à ces budgets. Ça fait un problème. Beaucoup d'experts posent bien des questions qui sont fondamentales, qui ont même leur raison évidente d'être. À travers, depuis quelque temps au Cameroun, notre pays s'est engagé fondamentalement dans la mise en place de ces projets structurants, le cas de quelques réalisations qui ne sont pas toujours mises en place depuis quelque temps, même si on dit qu'on a atteint les 90 voire 80-90%, mais sans fondamentalement pouvoir avancer ces projets qui devaient être rendus publics, mis à la disposition des populations camerounaises depuis début 2015 et jusqu'à ce jour. Nous sommes déjà en novembre 2015, bientôt en février 2016. On n'a pas encore vu la matérialisation même de ces projets qui avaient été engagés. Mais derrière ces projets, on parle beaucoup plus de la non-maîtrise même de ces ouvrages et même des moyens qui ne sont pas toujours disponibles pour réaliser ces différents projets si on n'a pas tout de suite recours à l'aide internationale à travers quelques organismes comme le Fonds monétaire international qui doit appuyer le Cameroun en disant simplement qu'il faut que notre pays, dans le cadre de son avancée, mette quand même sur pied des projets réalistes avec à la clé un budget conséquent qui peut nous permettre d'avancer. Donc, on s'arrête aujourd'hui à plus de 4200 milliards de francs CFA, donc 4249 milliards pour être précis. Où va-t-on chercher de l'argent? Ça pose bien entendu des interrogations, mais quelques experts s'accordent à dire que le Cameroun, pour l'instant, même si on est resté dans une perspective de croissance, on n'a pas la faculté nécessaire de pouvoir trouver cet argent partout là où il se trouve. Des deux choses l'une, soit on va rentrer dans une perspective d'augmentation des impôts, soit on va pouvoir réduire les masses dans le cadre du financement même de ces budgets. Et il faudra de manière conséquente, avec l'appui du ministère de l'économie, du ministère des marchés publics, voir un peu l'utilité de ces budgets qui doivent être sortis pour accompagner le Cameroun dans son émergence qui est située pour 2135. Alors c'est quand même surprenant, hein, Serge, que vous parliez bien évidemment de ce projet
qui est de l'ordre de 2449 milliards de francs CFA et que l'on se pose la question de savoir où cet argent viendra. Et vous avez évoqué, n'est-ce pas, dans votre analyse, le fait que l'on pourrait augmenter les impôts. Alors, augmenter les impôts, cela voudrait dire tuer l'initiative des Camerounais qui excellent beaucoup plus dans le secteur informel. Le secteur informel, forcément, il va être touché. On va souligner tout de suite que le secteur informel au Cameroun a du mal à pouvoir véritablement se régulariser au niveau des impôts et autres fiscs. C'est un peu difficile, même si on nous dit quand même qu'au niveau des différents bureaux qui sont mis en place pour la constitution des entreprises, on a le cas de ces bureaux qui sont bien sûr disponibles. On vous dit là-bas que dans le centre de création des entreprises au Cameroun, en 24 heures, maxi en 48 heures, on peut déjà créer une entreprise. La loi dit effectivement que en créant cette entreprise, vous avez pratiquement 2 ans qui vous sont accordés. Vous ne payez pas ce qu'on appelle l'IS, donc l'impôt de société. Est-ce que cela pourra être mis en évidence lorsqu'on sait encore que la pression fiscale va de plus en plus être croissante? Si on venait aujourd'hui à mettre en évidence ce que notre pays devra accorder au niveau de l'Union européenne, en signant bien évidemment ce qui est appelé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, notre pays pourra facilement perdre un coût assez important dans le cadre même de ce qu'on a appelé les différentes transactions sur le plan commercial, la douane camerounaise étant indexée. Où va-t-on aller chercher les 700 milliards de francs CFA qui sont attendus pour l'instant au niveau de la douane? Donc les impôts qui sont appelés à donner un peu plus de 1500, 1600 milliards de francs, il faudra aller au-delà, ce qui constituera un peu plus de 40 voire à 50% du budget national, du budget du Cameroun pour l'exercice à suivre. C'est un peu difficile, il faudrait être réaliste. Maintenant, on regarde un peu la faisabilité de ces différentes pratiques-là, les différents secteurs qui sont concernés. On s'étonne quand même de ce que, à côté du budget programme qui existe, il y a les budgets qui ont trait à l'infrastructure, donc à la mise en place des projets également, des réalisations qui pourraient accompagner le bien-être des populations locales dans le cadre du budget d'investissement public. Le président de la République, d'ailleurs, s'est étonné depuis 2010 de ce que la sous-consommation des crédits devient un réel problème. Pourquoi les crédits alloués ne sont pas utilisés? Peut-être parce que les experts qui sont ainsi pour l'accompagnement même de ces projets produisent des dossiers et des documents au niveau des appels d'offres qui ne correspondent pas. Ou alors les financements font réellement problème parce qu'on le souligne, on le rappelle à l'intention de tous qu'un budget, c'est des prévisions. Donc c'est un argent qu'on n'a pas encore matériellement perçu. On espère pouvoir le percevoir courant l'année qui est constituée. Mais non, à côté, comment comprendre, au-delà de la sous-consommation des crédits, et que dans quelques secteurs clés, qu'on n'ait pas encore atteint à ce jour 20% et 15% de taux de réalisation, alors que le taux de consommation parfois atteint des taux assez inquiétants, même pourtant sur le terrain. Oui, en termes de consommation, on atteint 90-95%, mais en termes de réalisation, rien n'est pratiquement fait. Et ce sont les mêmes entreprises qui sont reconduites les années d'après, sans véritable sanction. On dit on a voté le budget, il faut absolument trouver ces financements. Donc il faut qu'on se pose bien des questions de savoir. On va prendre un exemple simple, quelques opérateurs, le cas de l'économiste Dieudonné Somba qui disait clairement qu'on prend ceux qui ont l'habitude de soumissionner au niveau des marchés publics. Prenons un exemple dans un village. On a un entrepreneur qui a la possibilité d'avoir la construction de 1000 salles de classe. Et puis par la suite, avant l'atteinte donc de ces résultats-là, même de la fin de cet exercice-là, il ne produit que 500 salles de classe. Les raisons évidentes sont parties sont à trouver au niveau des populations, parfois qui refusent de donner les espaces pour être exploités en termes de construction, parfois qui ne participent pas au projet avec tout ce qu'on peut trouver comme acte de vandalisme. C'est trop facile à trouver comme excuse et ainsi on passe et on reconduit encore les mêmes entreprises pour les prochains budgets à venir. Donc le ministère des marchés publics a véritablement du pain sous la planche. Il faut le faire pour la souveraineté du Cameroun, sinon tout ce qu'on fait comme budget ne sera pas réaliste et que l'on ne soit pas étonné, d'ailleurs le chef de l'État ne soit pas étonné de ce que cette sous-consommation soit toujours perceptible. Merci Serge Bondier pour ces informations. Alors Elie Smith, bonjour. Bonjour Ludo. Alors vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le développement de cette question très sensible par Serge Bondier sur cette sous-consommation du budget. Alors c'est quand même un autre problème qu'il faudrait que les économistes essayent de voir. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en sont pas qualifiés? Est-ce que c'est parce que les dossiers sont mal ficelés, les procédures ne sont pas aussi... n'ont pas de traçabilité qui permettent aux gens de pouvoir réaliser convenablement ces projets? Ou qu'est-ce qui fait problème?
Bon, c'est un peu difficile, lui, Roger, d'expliquer qu'est-ce qui fait le problème parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des budgets et qu'il y a une sous-consommation de ce budget. Soit les entrepreneurs ne sont pas compétents, soit il y a le problème de corruption dont les gens prennent de l'argent et n'arrivent pas à satisfaire ou à réaliser des projets qui ont été alloués. Moi, je pense que ça, c'est le problème majeur. Parce que si un entrepreneur n'est pas capable, peut-être prend un avancement de salaire et puis ou avancement de budget et ne termine pas le travail, ben peut-être ça doit être la raison pour laquelle il y a une certaine sous-consommation de budget. Donc, il appartient maintenant au gouvernement de voir et de chercher de voir des moyens pour savoir pourquoi il y a sous-consommation de budget. Voilà, c'est qui est clair. Et à l'instant, Patrick Christian Dobon nous rejoint. Bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Smith et bonjour à nos téléspectateurs. Alors sans transition, on va tout de suite du côté de l'Afrique du Sud avec ce procès en appel d'Oscar Pistorius qui s'ouvre donc ce jour à Bloemfontein, c'est en Afrique du Sud, 2 semaines seulement après cette libération provisoire. Ben, il faut dire que c'était attendu parce qu'on savait déjà depuis longtemps que le parquet avait fait appel de cette décision du côté de l'Afrique du Sud. Le parquet qui estime que finalement on devait revoir le motif de la condamnation de Oscar Pistorius qui avait été condamné, il faut le rappeler, n'est-ce pas, en octobre 2014 pour homicide involontaire sur sa compagne d'ailleurs, sa fiancée Reva Steenkamp. Et il en avait pris donc pour 5 années. Et tel que le prévoient, n'est-ce pas, les ordonnances du côté de l'Afrique du Sud là-bas, après l'épuisement, on va dire un peu du 6e, n'est-ce pas, de la peine, il est possible d'être pas acquitté, mais mis en liberté, surveillé, conditionnel. C'est ce qui a été le cas finalement d'Oscar Pistorius, même s'il faut reconnaître que sa libération anticipée a fait l'objet de beaucoup d'examinations. Hein, un processus qui aurait pu se passer finalement dans une très petite procédure a connu à la fois des retentions de la part du ministère de la Justice de ce côté là-bas, suite aux plaintes, n'est-ce pas, du parquet, de la famille, et puis finalement c'est en dernière instance que la commission de validation des libertés anticipées a dû autoriser, n'est-ce pas, la libération le 19 octobre dernier d'Oscar Pistorius. Bon, maintenant, dès que cela est dit, il faut revenir dans le cas même de l'examination de ce procès. Oscar Pistorius a plaidé, bien évidemment, on va dire, l'erreur tragique. C'est le terme qui avait été employé par lui et par ses avocats. Ce que la famille n'entend pas de cette oreille-là, qui est d'ailleurs ici suivi par le parquet qui a fait appel. Qu'est-ce qui peut arriver à Oscar Pistorius? Peut-être c'est ça le plus intéressant. Donc on a presque 3 cas de figure. Soit la Haute Cour suprême qui siégera à Bloemfontein accepte, n'est-ce pas, cet appel et donne lieu à une autre condamnation. Soit elle le rejette tout simplement et puis on tient compte de la première condamnation. Ou même elle renvoie finalement l'affaire au niveau de la Haute Cour de justice qui pourra rouvrir un autre procès. Et même là, rien n'est dit, parce qu'en cas de verdict plus ou moins défavorable, il est encore possible en dernier ressort qu'une des parties saisisse la Cour constitutionnelle du côté de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une saga, un feuilleton judiciaire qui va certainement encore offrir des rebondissements, sauf si les instances judiciaires de ce côté-là décident de mettre un terme, on va voir, jusqu'à la Cour constitutionnelle à ce procès. Et maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à partir de cet appel, Pistorius n'est pas forcément obligé d'être présent, n'est-ce pas, lors des audiences. Donc, on ne risque pas d'assister à un procès aussi médiatique, n'est-ce pas, avec tout le random qu'on a eu lors des premières instances. Donc, sur ce procès-là, c'est les avocats qui vont participer. Exceptionnellement, la maman, n'est-ce pas, de Reva Steenkamp, la regrettée fiancée d'Oscar Pistorius sera présente. Mais il faut dire que c'est un procès qui coûte énormément à Oscar Pistorius, qui a perdu pas mal de ses sponsors acquis depuis les Jeux Olympiques de Londres. Et ensuite, même sa maison, il a dû la vendre pour faire face aux frais, n'est-ce pas, de ce procès-là. Alors, on estime que si ça continue, il sera véritablement ruiné. Et toutes les parties, en tout cas impliquées dans ce procès-là, vont payer cher. Alors, Elie Smith, Oscar Pistorius, c'est quand même une star dont son procès doit faire l'objet de l'attention de la part des médias, même si du côté de l'Afrique du Sud, on ne voudrait pas que les médias s'en saisissent pour ce qu'on sait. Mais
cela ne pourra pas quand même échapper à la presse sud-africaine et voire même internationale. Oui, ça ne peut pas échapper. Vous voyez, vous, que c'est une grande star, Oscar Pistorius. Et puis, de l'autre côté, si Oscar Pistorius n'avait pas cette notoriété internationale qu'il a, je ne pense pas qu'il devait avoir ce même traitement. Moi, je m'insurge de la manière qu'on a traité Oscar Pistorius. Dans un pays où il y a une violence faite contre les femmes, je pense que c'est une des raisons, parce que lui laisser, quelle qu'en soit la loi sud-africaine en liberté, ça va donc encourager les hommes à tuer leurs femmes. C'est pas parce qu'une femme t'a trompé ou a fait n'importe quoi que tu dois la battre. Mais on ne peut rien faire, les médias vont tous s'intéresser parce que les gens veulent savoir ce qu'il faut, ce qu'il s'est passé. C'est un bon sujet pour tout journaliste, pour tout média. Un très bon sujet, surtout que les circonstances même de cet assassinat préoccupent, parce que un athlète qui n'a pas de jambes et qui réussit, parce qu'il a suivi un bruit, à se lever et à chausser ses prothèses et aller prendre son arme pour tirer, ça veut dire quand même quelque part que cela s'est fait en un temps record, Patrick Christian Dobo. Oui, c'est bien difficile d'avoir très exactement les circonstances dans lesquelles ce drame est survenu. On ne peut qu'avoir quelques pièces du puzzle qui, d'une manière plus ou moins certaine, tentent d'être reconstituées à travers les procédures. Mais à la vérité, il n'y a que la décédée, n'est-ce pas, Reva, et Oscar Pistorius, qui étaient dans cette salle-là, qui peuvent savoir très exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, pour la famille, elle n'est plus de ce monde. Donc, le seul à devoir détenir véritablement la véracité des faits, c'est Oscar Pistorius. Donc, c'est sa parole actuellement contre celle, n'est-ce pas, des juges et finalement du procureur qui tente, n'est-ce pas, de démystifier le puzzle constitué par Oscar Pistorius, qui est actuellement sa parole en tant qu'acteur et témoin, on va dire, d'une situation que lui-même est en train de vouloir évacuer pour son compte. Les autres témoins sont soit des voisins éloignés qui disent avoir entendu des cris, mais on va dire, dans la pièce du crime, il n'y avait que Pistorius et cette jeune dame. Alors, maintenant, quand j'entends Elie, par exemple, dire qu'il ne faudrait pas qu'on le laisse à liberté, c'est vrai que sur le plan émotionnel, on est tous touchés. C'est clair que quand il y a une situation dramatique comme celle-là, on doit pouvoir se poser des questions fondamentales. Mais la question ici, là où il faut la poser, c'est au niveau de la loi fondamentale de l'Afrique du Sud. Mais voilà une loi qui permet qu'on fasse ce qui se fait là. Est-ce que cette loi-là ne devrait pas être revue? Est-ce qu'il ne faut pas la revoir fondamentalement pour voir comment est-ce qu'on peut protéger ces femmes en Afrique du Sud au cas où on constate que ces violences sont galopantes? Parce que si on le fait simplement pour le cas Pistorius, parce qu'il y a de l'émotion, c'est vrai, c'est médiatique, c'est une star, et qu'on ne regarde pas fondamentalement la structuration de la société sud-africaine et la problématique dans son fond, on peut passer à côté et on risque de faire, comme dans le cas de nos constitutions en Afrique, résoudre un problème au cas et finalement ne pas résoudre l'essentiel. Alors, Elie Smith, ce procès pose également cette épineuse problématique sur le port d'armes. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, où tout le monde peut s'offrir une arme, aujourd'hui en Afrique du Sud, le cas Pistorius nous amène quand même à remettre ce sujet sur la table du débat. Alors, est-ce qu'on devrait mettre à la disposition d'un handicapé une arme aussi redoutable? Oui, vous devez savoir, bon, c'est un peu dur pour M. Oscar Pistorius, vous savez qu'il est né comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui a une histoire qui aime beaucoup des armes. On a eu un cas, j'ai oublié la date exacte, il est très rapide pour tirer des armes. Et puis, en Afrique du Sud, vu le niveau de violence depuis 1994, la loi favorise un peu aux gens d'avoir les armes chez eux pour se défendre. Et ce que Oscar Pistorius dit est que le jour où il a soupçonné que c'était quelqu'un qui s'est introduit dans sa salle de bain. Mais on sait de quelque part qu'il y avait déjà des problèmes. Il y avait un risque de séparation entre River Steenkamp et Oscar Pistorius. Donc les gens croient que ce n'est pas vraiment ça. C'est que le gars ne voulait pas voir sa copine partir ou sa compagne partir. Il a décidé d'en finir. Mais je pense que oui, on va essayer de réglementer. Aussi c'est comme Christian dit, moi je suis d'accord avec lui, c'est la société dans laquelle nous vivons. Je pense peut-être, ça n'a rien à voir, nous allons venir peut-être sur la musique et tout comme ça. La société dans laquelle nous vivons essaye aussi de façonner tout un chacun. Et de l'autre côté, dans ce processus, il y a eu un problème dès le début, après le crime. L'enquête n'a pas été très bien faite. Il y a eu des défaillances dans l'enquête. Voilà même pour les raisons pour lesquelles M. Oscar Pistorius a réussi même
à s'échapper parce que quand la police est arrivée, ils n'ont pas pris cette procédure comme il se devait, peut-être avec l'influence d'une grande star comme Oscar Pistorius. Moi, je pense que tout ça, il faut le revoir, mais c'est la société. C'est comme aux États-Unis. La loi fondamentale américaine permet à tout Américain d'avoir une arme pour se défendre, où on peut faire ce qu'on appelle un arrêt citoyen. Ça veut dire que si tu estimes que Eli est dangereux pour la société, tu peux l'arrêter ou l'abattre. Donc, c'est la société, c'est là où je rejoins Christian, c'est la société. Il faut donc voir tout d'une manière fondamentale et ne pas aussi céder à l'émotion. Oui, l'Afrique du Sud a une histoire très violente qui concerne les hommes et les femmes, où les femmes sont victimes d'une violence inouïe. Peut-être la différence avec l'Afrique du Sud et chez nous est que on a les statistiques qu'on récolte, mais dans nos pays, on n'a pas de statistiques. Parce que je viens de suivre ici qu'il y a aussi un monsieur qui s'est immolé avec sa femme parce que, soi-disant, il a contracté une maladie sexuellement transmissible et il estime que lui, il est fidèle et que s'il contracte cette maladie, ça doit être que seulement sa femme. Et il s'est décidé de s'immoler avec sa femme. Donc, moi, je pense regarder la structuration de la société en elle-même avant d'essayer de chercher une solution. Alors, Patrick, si on rejoint qu'on sorte de cette affaire Pistorius avec un autre regard, est-ce qu'on n'a pas comme impression que ça a été un assassinat un peu programmé, organisé? Ben écoutez, c'est la thèse que défend le parquet, hein, notamment le procureur qui entend s'appuyer sur cet aspect-là pour demander la reconsidération déjà du motif de condamnation d'Oscar Pistorius qui, d'après le parquet, devrait plutôt être condamné pour meurtre avec préméditation. Donc quand cela est dit, vous comprenez qu'il y a une bonne frange de Sud-Africains qui finalement convergent vers cette orientation du parquet. Maintenant, c'est très difficile dans une situation comme celle-là où les témoins ne sont pas des témoins actants ou des témoins qui finalement se retrouvent dans la pièce du drame. C'est pour ça qu'il est très difficile et dans ces couloirs-là, les interprétations, bien les dispositions légales ne permettent pas de tirer à bout portant. Si on s'en tient de manière chronologique à un certain nombre de récits quant à la déclinaison plus ou moins à vérifier de la relation entre Reva et Oscar Pistorius, on peut se dire que le crime passionnel pourrait être envisagé dans cette posture-là. Mais à côté du crime passionnel, on se dit aussi que c'est une idylle forte. Voilà, une Saint-Valentin, c'était en 2013, qui aurait dû être une Saint-Valentin de tous les amours. C'est un bien triste drame que nous avons là, une espèce, on peut peut-être pas dire Roméo et Juliette, mais c'est une idylle qui était presque admirée de tous les Sud-Africains. On va dire un invalide, avec une belle jeune dame mannequin à la fleur de l'âge de sa carrière. Il est star, reconnu mondialement. Il venait encore de sortir des Jeux Olympiques avec pour la première fois un invalide qui réussit à s'inscrire, n'est-ce pas, en compétition avec les valides. C'était exceptionnel. Il avait tous les contrats publicitaires, n'est-ce pas, à ses pieds. Chaque fois, lorsque ces deux-là sortaient, c'était de l'émoi et ça faisait en tout cas rêver. Aujourd'hui, penser à un crime prémédité, comme vous le dites, on est partagé, lui, Roger, c'est vraiment difficile. Et puis, sauf s'il est un très bon comédien, on a vu quand même Oscar Pistorius s'effondrer à plus d'une reprise pendant le procès. Vous avez parlé vraiment de comédie. Voilà. Et donc, Eli, il y a quelque chose qui me surprend, c'était une de Saint-Valentin, si on s'en tient à tout ce qui est dit. Alors, vous ne pouvez pas passer la nuit avec votre épouse dans la chambre et vous vous levez, vous regardez passer derrière vous, vous ne cherchez pas à savoir de passer, mais vous vous levez, vous prenez votre arme et vous partez, vous tirez aux toilettes. Ça veut dire quelque... Oui, bien évidemment, parce que qu'on essaie d'avoir un regard assez froid, de voir les choses en face. Est-ce que lorsque vous vous levez, vous avez quand même une épouse avec laquelle vous passez la nuit, lorsque vous vous levez pour aller me faire, vous jetez d'abord un premier coup d'œil pour voir si elle est encore dans le lit. Naturellement, Voilà. Guido, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que c'est parce qu'il y avait déjà des problèmes dans le couple. Et je pense que comme c'est un monsieur, moi je crois que c'est un bon comédien. Je pense qu'il s'est dit, peut-être la fille, vous savez, il y a des filles qui peuvent vous dire c'est la dernière nuit. Et puis demain, ça termine et qu'il a donc voulu en finir avec cette fille. Et parce qu'il y a des gens que quand tu aimes tellement, tu ne veux pas voir ton mari ou ta femme ou ta compagne dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc moi, je pense que tu ne peux pas passer nuit avec une femme ou un homme et tu te réveilles le matin,
tu ne cherches pas à savoir s'il y a un bruit, de savoir elle est où, et tu tires directement. Moi, je pense qu'il a fait ça sciemment et qu'il voulait en finir avec. Et il est conscient que la posture qu'il a en Afrique du Sud, dans le monde, va influencer. Regardez l'histoire, ce n'est pas la première fois. On a un cas qui a fait sensation aux États-Unis. J'oublie l'année exacte, mais le nom, je me rappelle. O.J. Simpson. O.J. Simpson qui a tué sa compagne, sa femme même, Nicole Brown. Il a tué, non, pas uniquement cette femme, même le mari de cette femme. Oui. Donc, il a fait ça sciemment, programmé, et il a tué. Donc, je pense que ça se fait. Je ne le comprends pas, mais je sais un peu que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour garder cette personne. Merci. Mais là, tu n'es pas la garder. Voilà. Ben, il n'a pas voulu qu'il soit dans... C'est le pourquoi les Sud-Africains sont contre. Parce qu'il y a une violence inouïe en Afrique du Sud contre les femmes. Il y a des milliers et des milliers de femmes sud-africaines qui meurent dans cet même état et que quelqu'un n'en parle pas. Si Riva Stimcam n'était pas ce qu'elle est, on ne devrait jamais en parler. Parlons à présent de politique et de la Côte d'Ivoire avec le Conseil constitutionnel qui a reconnu la victoire au premier tour d'Alassane Dramane Ouattara en rejetant bien évidemment ces recours formulés par certains candidats déchus comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Patrick Kisandabo. Ben écoutez, sans surprise, on va dire que le Conseil constitutionnel a joué la partie symbolique de sa participation à ce processus-là. Voilà la partie symphonique. Symphonique, vous prendrez le S qui vous plaît pour cette, on va dire, pour ce constat-là. Donc, c'est sans surprise, hein, on ne peut que dire c'est sans surprise. Il y avait 4 recours, n'est-ce pas, du même candidat sur la table de la Cour constitutionnelle. Vous l'avez dit, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Coulibaly. Il a obtenu autour de 0,11%, même pas 1% au cours de cette élection-là. Mais il était le seul quand même courageux à avoir des recours à poser. Tous visaient l'annulation du scrutin pour irrégularités diverses. Eh bien, le président de la Cour constitutionnelle a estimé que rien n'entachait finalement ce processus au point de le remettre en question. 3 articles finalement pour marquer cette sortie de la Cour constitutionnelle. D'abord, le premier, il n'y a pas d'irrégularité capable d'entacher le processus. Le deuxième, la légalité de tout le processus. Et le troisième, la proclamation d'Alassane Dramane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Et dans la foulée, bien évidemment, la prestation de serment qui est attendue aujourd'hui. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les choses vont très vite. Alassane Dramane Ouattara ne voudrait pas perdre du temps. Il faut rapidement passer de la proclamation à l'évacuation, n'est-ce pas, d'éventuels recours et puis à la prestation de serment. Vous releverez que c'est le lendemain, n'est-ce pas, de la sortie de la Cour constitutionnelle que la prestation de serment a eu lieu. C'est dire qu'on avait véritablement préparé un non-lieu autour de ces recours-là parce qu'on n'a même pas eu besoin de 24 heures pour préparer la prestation de serment. En temps normal, on se serait attendu à ce que finalement elle se prononce dans le fond et peut-être qu'elle prenne même 1 ou 2 jours et qu'on laisse même 24 à 48 heures pour aller vers la prestation. Et que non, c'est comme si le calendrier était déjà fixé au point où la veille, on était déjà certain d'aller vers une prestation de serment. Donc, maintenant, quand cela est dit, il faut dire que la Côte d'Ivoire, plus que d'autres pays africains qui sont dans ce genre de configuration-là, a besoin finalement d'aller vers sa réconciliation. Je crois que c'est le grand défi d'Alassane Dramane Ouattara. Au-delà de ses prouesses économiques et de toutes les réalisations qu'on essaye de percevoir dans la dynamique des 5 premières années, il y a cet impact de la réconciliation qui reste quand même le point le plus névralgique de la Côte d'Ivoire dans sa quête, n'est-ce pas, de développement, un développement inclusif qui implique toutes les parties. Parce que si l'exclusion se perçoit dans l'action d'Alassane Dramane Ouattara, on risque de revenir à de vieux démons. À des vieux démons que l'on ne souhaiterait pas, bien évidemment. Alors, Elie Smith, on va également suivre cette investiture d'Alassane Dramane Ouattara, certainement avec les nombreux chefs d'État qui viendront, et parmi lesquels certainement votre ami Denis Sassou Nguesso, qui ne manquera pas à ce rendez-vous. Oui, Denis Sassou Nguesso peut y aller parce que bon, le ridicule ne tue pas. Parce que... On va un peu titiller, Elie. Oui, non, il a sur le plan vestimentaire le même style et la même élégance que Sassou Nguesso. Hein. De vrais amis, on va le dire. Oui, je ne refuse pas, c'est un ami. Vous savez, quand tu as un ami que tu aimes bien, il faut lui dire la vérité. Voilà. Je n'ai rien contre lui. Mon problème, c'est que il a fait des grandes choses au Congo et en Afrique. Il faut qu'il se respecte. Il ne doit pas se ridiculiser comme Pierre Nkurunziza. Donc, moi, je pense qu'il faut dans la vie avoir une certaine dignité. Il ne faut pas que, pour cela,
je le dirais, je ne peux pas aussi nier les amitiés que si je suis ami avec toi, Guy Roger, il faudra que j'ai le courage, je te dis que Guy Roger, ce que tu fais, et ce qui fait que nos pays africains ne marchent pas, où nos sociétés africaines ne réussissent pas, où ça réussit quand le patron est là, il meurt, ça finit, c'est qu'on n'a pas le courage de dire au patron la vérité devant lui et assumer les conséquences. Mais donc, si Sassou Nguesso pourra être en Côte d'Ivoire, c'est normal, ce sont de bons amis, hein. Sassou Nguesso et Alassane Dramane Ouattara. Les deux ont accueilli Compaoré. Les deux ont accueilli Compaoré. Et peut-être Compaoré pourra, bon, en principe, ce sera donc peut-être le scoop de la journée. Mais Ouattara a quand même dit que peut-être il ne va pas terminer son mandat. Mais ce que Ouattara doit faire, c'est œuvrer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a encore une division de ce pays. Et c'est là où Ouattara a échoué sur le plan économique. Sur le plan macroéconomique. Il a réussi, mais voyons voir s'il va aussi réussir à faire que le panier de la ménagère, créer de l'emploi en Côte d'Ivoire, s'il va réussir. Mais j'ai confiance, c'est un monsieur qui connaît bien l'économie et il va réussir. Alors, il va réussir, mais quelqu'un qui n'avait pas réussi, c'est Catherine Samba Panza, qui au quotidien subit les affres des divisions, des guerres interreligieuses, etc. Cette fois-ci, elle a fait une sortie où elle estime que la MINUSCA, que les efforts de la MINUSCA sont insuffisants. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui qu'elle se rend compte quand elle a quelques semaines de la fin de la transition, Elie Smith? Non, moi je pense que c'est une dame qui est vraiment rigolote, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'elle a raté une occasion d'inscrire son nom dans l'histoire en République centrafricaine. Elle s'est laissée manipuler par la France, on doit le dire, et le Tchad. Parce que si vous avez une responsabilité quelque part, allez et montrez ce que vous êtes capable de faire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a su. Je crois que Christian l'a dit l'autre jour, il posera la question, pourquoi c'est fait qu'il y a la Sangaris, il y a la MINUSCA, ils sont incapables d'arrêter cette flambée de violence qui est, et elle contribue parce que quelque part, elle ne veut pas voir Bozizé. Parce que comme Bozizé, c'est un peu... Quand vous voyez un peu agiter le chiffon rouge devant un taureau, donc il ne veut pas. Je pense qu'il y a un problème que je pense elle est en train de moi. Je n'ai pas de considération pour elle, cette dame-là. Alors, cette fois-ci, elle a accusé ouvertement deux personnes qui seraient responsables de cette crise en République centrafricaine, François Bozizé et Michel Djotoja. Ben écoutez, ce sont les signataires de l'accord de Nairobi sur la RCA, les deux anciens chefs de l'État, même si un a chassé l'autre. il faut dire que les deux se retrouvent dans une posture d'exilé actuellement. Donc, François Bozizé et Michel Djotoja n'ont peut-être pas été de manière nominée, hein, de façon nominale, été indexés par Catherine Samba Panza, mais tout le monde sait très bien que quand on parle des signataires de l'accord de Nairobi, il s'agit de ces deux protagonistes-là. Tout le monde sait que, par exemple, nous avons Nouridine, sur lequel un des leaders de la Séléka, sur lequel pèse un mandat d'arrêt, l'interdisant de voyager, tout comme sur Bozizé. Mais quand Catherine Samba Panza demande à la CPI d'appliquer finalement ces sanctions-là, je crois que c'est de ces personnes qu'elle parle. Alors, moi j'ai un peu de la peine pour Catherine Samba Panza, à défaut de lui manquer de la considération. Non, je lui garde encore de la considération en tant que femme, mais j'ai de la peine parce qu'elle n'a peut-être pas su cerner le jeu politique à temps. Et elle s'est laissée véritablement entraîner dans un gros bourbier. Et la question aujourd'hui, je crois qu'elle se la pose, comment sortir de ce bourbier? Comment finalement sortir de cet abîme dans lequel elle s'est laissée entraîner? Parce que tout a été piloté de l'extérieur et on a voulu prendre son visage angélique, sa nature docile de femme, pour mettre au devant, n'est-ce pas, des tractations qui se faisaient en dessous de table, sur le compte, sur le dos des Centrafricains, au profit des richesses centrafricaines qui continuent d'être exploitées malgré cette zizanie qui est celle-là. Alors, Catherine Samba Panza monte d'un ton, d'un cran dans son discours, parce qu'il me semble qu'elle est elle-même dans son dernier retranchement exacerbé. Et dans ce cas de figure-là, c'est comme finalement le baroud d'honneur. Et donc, elle est dans une situation où elle préfère commencer à jeter les lampions de la responsabilité pour que le peuple centrafricain ne la prenne pas pour comptable unique de cette situation. Et je pense que c'est ça peut-être la signification de ce discours un peu, on va dire, ferme. Mais Elie Smith, c'est quand même surprenant. Devant une pareille situation, on est capable de démissionner
de se retirer comme certains l'ont fait. Pourquoi Catherine Samba-Panza, aujourd'hui, n'arrive pas à dire ça suffit, je ne peux plus, je suis dépassé, je suis débordé, et prendre sa retraite et laisser, n'est-ce pas, que les choses puissent aller de l'avant? Oui, ça veut dire que toute cette propagande politiquement correcte où on dit que les femmes sont mieux que les hommes ne tient à rien. Si elle ne peut pas, elle devait quand même dire que je ne peux plus, je jette l'éponge. Elle ne l'a pas fait, elle a continué à alimenter l'instabilité en République centrafricaine. Il y a autre chose. Je crois que la France a joué un grand... C'est très facile souvent d'accuser beaucoup la France. Le fait, la France et le Tchad, de refuser, enlever le médiateur centrafricain de l'époque, qui était Denis Sassou Nguesso, qui est aussi à l'initiative des accords de Nairobi. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose en République centrafricaine sans inclure Bozizé et aussi sans inclure les acteurs qui ont chassé Bozé, qui sont Djotodia. Je pense que c'est ça le problème. Est-ce que la communauté internationale, parce qu'on dit la communauté internationale, la France en particulier et le Tchad, veulent-ils une stabilité en République centrafricaine? Je pense que non. Pour eux, ils veulent une marionnette qu'on va mettre à la place, qu'eux-mêmes vont tirer. Donc, ça aurait été la responsabilité de Mme Catherine Samba-Panza de dire au monde entier que voilà ce que nous voulions faire, mais le Tchad, la France ne veut pas. Bon, son problème, c'est qu'elle veut faire plaisir aux Français. Et maintenant, appeler la CPI, c'est bien beau. Oh, ça donne encore les Africains qui disent qu'ils ne veulent pas la CPI. Voilà une Africaine qui veut, qui démontre encore que la CPI a encore sa place à y être. Mais je pense que non. Pour que la République centrafricaine soit en paix, je le dis encore, il y a eu les accords de Libreville. Il y a eu le dialogue inclusif en 2008. Les derniers accords de Libreville n'ont pas été respectés. Toutes les promesses faites aux Centrafricains n'ont jamais été respectées. Donc je pense que c'est comme si toute la communauté internationale veut le chaos en Centrafrique. C'est aux Centrafricains eux-mêmes maintenant de décider de mettre la paix chez eux. Donc Catherine Samba-Panza a raté une occasion d'être comme une maman, une conciliatrice qui amène tous les enfants du pays, au lieu maintenant de jeter 2 de ses enfants à la pâture, à être bouffés par les loups. Alors, sortons rapidement par le Burundi où Pierre Nkurunziza prend donc acte, bien évidemment, de ces menaces de la communauté internationale, sans faire savoir qu'il a pris acte, mais demande à tous ces mouvements armés de pouvoir déposer les armes dans un délai de 5 jours. Est-ce possible? Je ne sais pas si ce sera possible, mais il faut prendre acte de cette sortie de Pierre Nkurunziza. Entre ultimatum et amnistie proposée, il essaie de se positionner en fin mallieur, n'est-ce pas, du bâton et de la carotte. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais toujours est-il que Pierre Nkurunziza et ses partisans sont dans une posture qui voudrait finalement transformer cette insécurité et cette crise burundaise en affaire nationale, de crise et finalement en intérêt nationaliste. Et c'est pour ça que le bouchon est toujours poussé vers l'agression extérieure, vers finalement le complot extérieur. Donc les insurgés qui sont ici appelés finalement des criminels armés sont dans cette logique-là, on va dire des pions de l'extérieur qui n'entendent pas voir le Burundi prendre, d'après le camp présidentiel bien évidemment, prendre son développement et assurer son indépendance. Donc Nkurunziza est dans une posture où il voudrait effectivement que le peuple burundais retransforme cette crise-là en objet nationaliste. Et on va voir, 5 jours, c'est pas loin, lui, Roger, on a le temps d'observer, de laisser venir et de se faire une analyse et une idée profonde de cette question. Alors, Elie Smith, il est d'accord pour le dialogue, mais un dialogue national pour aller dans le même sens que Patrick Christian d'abord, avec bien évidemment des opposants qui sont au pays, mais pas ces opposants qui sont à l'extérieur, préparés par la communauté internationale. Oui, mais c'est lui-même. D'abord, quand il dit d'arrêter la violence, mais il faut d'abord que lui-même il arrête sa milice qu'il a créée, lui-même Pierre Nkurunziza, en République démocratique du Congo. C'est lui-même, oui, oui, non, il a créé cette milice-là en République démocratique du Congo. C'est Pierre Nkurunziza, oui. Les extrémistes Hutus qui veulent prôner au génocide. Donc c'est un monsieur qui est lui-même un pyromane, qui aujourd'hui se transforme en sapeur-pompier, en un nationaliste. C'est bien beau, c'est très facile d'invoquer la souveraineté nationale. Si lui-même il aimait trop le Burundi, il devait uniquement respecter la constitution burundaise qui ne lui permettait pas de se représenter. Moi, ce n'est pas que je suis pour les gens qui optent pour la violence, mais je pense que les gens voyous, comme le président burundais, il ne mérite pas d'être appelé président.
ne doit pas avoir de la sympathie de quelqu'un. C'est un homme qui n'aime pas les Burundais. Il tue les Burundais chaque jour et il est acteur de ça. S'il veut une négociation, il faut qu'une négociation pour qu'il sorte, pas qu'il soit président de la République. Merci, monsieur, pour cette autre journée. C'était la matinale de l'information. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.